Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Tenez-vous bien, nous ne sommes pas dans notre studio traditionnel, notamment à Gangan, mais ici, au siège de l'UFDG et dans son studio spécial aménagé pour les enregistrements télé. Évidemment, nous sommes reçus ici par Honorable Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG. Il est également le responsable du département communication de ce parti. Honorable Gawal, merci de nous recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors oui, ce plateau, je le disais, c'est le plateau de l'UFDG. Ce studio, c'est un studio de l'UFDG et je crois qu'il fait office d'une télé web que vous avez lancée et tout ça sous la diligence de vous en tant que responsable de communication de l'UFDG. C'est une sorte de révolution, d'innovation. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'il a fallu Ousmane Gawal pour avoir des idées lumineuses comme ça? Non, disons que j'ai l'avantage de venir après plusieurs équipes de cadres tout aussi talentueux qui ont eu des idées, qui ont mis des structures, qui ont mis des hommes. Et puis quand on arrive, c'est juste pour mettre un peu la cerise sur le gâteau. Il ne faut pas oublier les pâtissiers, il ne faut pas oublier les gens qui ont mouliné la farine, il ne faut pas oublier tous ceux qui ont travaillé avant. Je pense que je suis arrivé au bout de la chaîne et Dieu merci, c'est un projet qui a abouti aujourd'hui. Et c'est tant mieux pour le bonheur de notre parti. Et puis, il faut aussi noter la diligence de la direction nationale et du président du parti, sans lesquels des soutiens, on n'aurait pas pu mobiliser tout ce qui a permis de mettre en œuvre ce projet ambitieux qui était là depuis de nombreuses années et qui, au fait, permet simplement à l'UFDG de s'affranchir d'un certain nombre de choses parce qu'il arrive de temps en temps que les responsables politiques n'aient pas la disponibilité nécessaire pour faire le déplacement. Et ici, on peut les offrir un cadre à tous les médias qui voudraient bien faire des enregistrements ici, aussi bien du président que des responsables. Ça permettra à chacun de venir dans un environnement de travail confortable, faire les émissions à son souhait, et ça c'est quelque chose d'important pour nous. Et l'UFDG qui a une télé web désormais, je veux dire, quelle est la nécessité qui vous a amené à cette idée de dire il faut qu'on dote notre parti d'une sorte de média web? En même temps, quels sont les thèmes qui sont développés ici à chaque fois qu'il y a des émissions? Est-ce que c'est une télé qui se focalise sur la vie du parti, la vision du parti, et la couche cible, c'est les militants? Véritablement, quel est le contenu de cette télé? Déjà, le souci, c'est de maîtriser sa propre communication, ses propres images, son point de vue sur l'actualité. C'est important quand on sait que dans ce pays, les médias publics sont caporalisés par un gouvernement qui a du mal à libérer les ondes et à laisser la liberté d'expression s'épanouir dans notre pays. Donc maîtriser sa communication est un souci. Le deuxième, c'est d'offrir simplement un cadre confortable de travail. Les thèmes, alors, ça va de la vulgarisation des textes du parti des idéaux voilà. Et puis c'est une fenêtre aussi qui permet de mettre en lumière les cadres très talentueux et très nombreux qui vivent à l'ombre et qui sont à l'UFDG. On va leur donner l'opportunité ici de venir décliner leur parcours, de parler d'eux et puis de travailler sur des coulisses aussi de certains. On a une équipe vidéo, une équipe multimédia qui est à pied d'œuvre et qui viendra faire le travail. Nous avons ici toute une équipe complète de réalisateurs, de cadreurs, etc., de monteurs qui permettront de faire des réalisations très rapides. Vous avez suivi un certain nombre de spots télé qu'on a diffusés depuis un certain temps et qui nous permettent de ne plus être dépendants du bon vouloir de chaînes publiques, notamment pour offrir une audience. Et l'Internet offre cette audience mondiale parce que tout ce que nous faisons ici est largement impacté. Les premières images de cette Wibi qu'on a télévisée, qu'on a diffusée sur ma page personnelle, elle était à plus de 230 000 vues en une journée. C'est quelque chose d'immense. On a rarement atteint des cibles comme ça en utilisant les médias publics qui nous sont fermés. Et donc c'est aussi cette opportunité-là qui arrive. Mais on ne s'inscrit pas dans la concurrence des médias traditionnels. Nous sommes là simplement pour donner une opportunité à nos responsables, aux militants, de dire leur point de vue. Et puis lorsque le président de l'UFDG a des messages forts, comme les messages, le discours de langue qu'il adresse aux gens,
qu'il ait un cadre plus approprié pour le faire. L'année dernière, on était obligé de le faire très rapidement ici et c'était très fastidieux parce que c'était le soir, il n'y avait pas la luminosité nécessaire et donc cet espace vient corriger un peu tous ces problèmes. Bien. Voilà, je pense que ça pourrait, sincèrement, ça pourrait faire des jaloux. L'UFDG qui s'est doté d'une télé web, qui a un studio, et c'est là que nous enregistrons. C'est toujours bon pour une émission nomade comme Café Débat, qui n'est pas sédentariste, qui se déplace évidemment chaque fois. Je crois qu'on pourrait se faire recevoir ici pour les émissions. On aura le temps de revenir largement sur cette télé web et sur son contenu, pourquoi pas, mais les principaux sujets de cette émission avec notre invité honorable Gawal, c'est bien sûr son bref séjour de Paris qui a été un peu surchauffé aussi en termes de discours à la suite desquels il est rentré au pays, mais nous parlerons aussi du retour des députés à l'Assemblée. Quel est l'argument qu'il a pour défendre justement cela pendant que d'autres pensent que ces députés n'avaient plus à retourner. Au nombre de ceux-là, c'est bien entendu par exemple Faya Milimono. Et puis on va parler de la reprise du dialogue politique. Aussitôt repris, l'opposition se retire. Est-ce qu'il y a des arguments, est-ce qu'il y a des raisons? Et le processus électoral décrié et 7 commissaires de la CENI qui se sont désolidarisés de ce processus-là, sans bien entendu se retirer de l'institution. Et puis Nicéphore Soglo, Goodluck Jonathan était récemment à Conakry. Qu'est-ce qu'il retient de cette visite de ces 2 anciens chefs d'État? Nous allons conclure par cela. Alors pour commencer, je disais que vous avez été récemment à Paris, vous avez eu un séjour un peu surchauffé, de point de vue discours. Je ne sais pas si c'était sur la place de la République à Paris ou c'est pas où précisément. En tout cas, à l'occasion d'une sortie du FNDC, vous avez dit, à moins que je ne me trompe sur le passage de votre discours, il n'est pas interdit de tuer un président. Ça, c'est en substance. Il y a eu des choses que vous avez dit avant et après, pour revenir sur l'ensemble du sujet. Mais cette partie-là a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Certains même pensaient que vous ne seriez plus rentré, que si vous veniez, il y aurait eu des procédures judiciaires contre vous. On dit le procureur, il faut mettre l'action publique en mouvement contre Gawal, qui a dit qu'un président peut être tué. Alors oui, à l'instant où vous teniez ce discours, est-ce que c'était planifié? Est-ce que c'était imprévu? Est-ce que c'est venu comme ça? Vous pensez que c'était pas méchant de votre part? D'abord, le discours a eu lieu à la place des droits de l'homme, au Trocadéro. Voilà. C'est l'endroit où, en général, toutes les nations étrangères viennent exprimer leur ras-le-bol par rapport à un gouvernement quand les questions des droits de l'homme sont en jeu, aussi bien pour les Français que pour l'étranger. Ça, c'est important. Après, sur le contenu du discours, je pense que malheureusement, dans notre pays, ce sont les gens les moins éduqués qui commentent les discours les plus élaborés. Et du coup, ça donne un biais dans la compréhension populaire parce que chacun de nous se met à le répéter sans forcément aller en substance. Dans le langage courant, un homme politique a plusieurs palettes de styles d'expression pour parler, s'adresser à l'élite, s'adresser à la population basique, s'adresser à la classe intermédiaire éduquée. Alors, un de ces styles les plus couramment utilisés dans ma palette d'usage, c'est ce qu'on appelle la métaphore dans l'expression française ou le sarcasme qui est volontairement provocateur parce qu'il met le doigt dans ce qui ne va pas. Alors effectivement, nous avons une manière très littérale de juger les expressions des gens et puis en confondant et puis aggraver, si vous voulez, dans notre conscience par le contexte dans lequel nous vivons. En disant, il n'est pas interdit de tuer des présidents, je n'ai même pas employé un président. Pour un Français qui entend un discours comme ça, parce que c'est dit en France, il se dit, ben attendez, mais ce monsieur, c'est pas normal. Les lois interdisent de tuer même les animaux, donc c'est interdit. Vous savez, le discours-là ne fait pas mouche. Ça ne dérange aucune conscience. Vous direz ça au Sénégal, où ils n'ont pas la tradition de la violence politique, ils vont vous dire, ce type, il a perdu la tête. Mais vous dites ça dans un pays où l'État est inexistant, où la violence est quasi quotidienne, oui, les gens imaginent tout de suite que tu indexes un individu et que c'est grave. C'est-à-dire que chaque individu, et c'est là le poids de la métaphore française, c'est-à-dire que chacun a une possibilité de l'interpréter en fonction de son contexte, de là où il vit, de sa situation. Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais appelé à tuer qui que ce soit. Du président encore moins Alpha Condé. Encore moins le chef de l'État. Je ne partage pas beaucoup de valeurs avec lui parce que les valeurs de la République, il les piétine et je veux les faire debout. Je veux les relever. Lui, il les piétine. Et donc, nous ne partageons pas beaucoup. Mais je n'ai pas en cela la possibilité de demander à qui que ce soit d'ôter ses vies. Alors, point de vue métaphore,
discours politiques. Vous avez, comme vous l'avez dit, les discours politiques sont grosses des implicites, des non-dits. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Je voulais dire simplement, et d'ailleurs dans l'expression, c'est de dire, comme il n'est pas interdit de tuer des citoyens en Guinée, en rappelant qu'il y a quand même 129 morts pour lesquels il n'y a pas eu une seule enquête judiciaire. Donc il n'est pas interdit de tuer. Parce qu'on tue, et puis le lendemain, on passe ça en perte et profit et personne ne sait même. S'il n'est pas interdit de tuer des trucs, il n'est pas interdit de tuer quelque responsable que ce soit. C'est-à-dire que l'image que je voulais que les gens comprennent, c'est cette impunité qui est garantie quasiment à tous ces bourreaux qui sont en train d'endeuiller les familles guinéennes. C'était ça la substance du discours. Mais comment présenter ça sans être dans la dramaturgie? Il faut bien que ce soit quelque chose qui projette une image. Bien. Mais bien entendu, ceux qui sont les tenants de la propagande publique ici, ils occultent cet aspect-là. Alors que c'est sur cet aspect que je mets la lumière. Les assassinats des acteurs politiques de notre pays, des militants, des sympathisants, et qui restent, l'État reste indifférent. Bien. Voilà le cœur de mon discours. Mais malheureusement, pour masquer cela, parce que ça dérange les tenants de l'établissement guinéen, ils préfèrent mettre l'accent parce qu'il y a le mot président. Ils mettent là, ils oublient les assassinats des citoyens. Quand je dis qu'il n'est pas interdit de tuer des enfants en Guinée, vous savez bien que c'est interdit. Mais ça ne les réveille pas. Mais quand tu dis qu'il n'est pas interdit de tuer des présidents, hop là, leur lumière s'allume. Voilà la malhonnêteté intellectuelle. Alors, particulièrement, je ne parlais pas du chef d'État dans le cœur de mon problème, mais je voulais que les Guinéens se rappellent et que la France, à laquelle je m'adressais, prenne conscience tout à coup que c'est grave si dans un pays africain qui reçoit une assistance financière du budget français, qu'on tue des enfants sans que l'État ne bouge, dans un État qui a quand même aboli la peine de mort. Bien. Sous cette gouvernance. Voilà l'image. Et d'ailleurs, je le reviens dans le discours. Je dis, attendez, la Guinée, à quoi ça a servi de supprimer la peine de mort dans nos lois? À quoi ça a servi? Si ce n'est pas pour sacraliser la vie. On dit, il est interdit de tuer, peu importe le crime commis. Même un tueur. On ne le tue pas. Ça veut dire qu'on donne du poids à la vie. C'est très important comme symbole. Mais en même temps, on encourage les assassinats d'autres citoyens, donc à ôter des vies sans que l'État ne bouge. Et ça, c'est quelque chose de... C'est un contraste, c'est une image. Et c'est celle-là que je voulais sortir dans cette métaphore. Donc, c'est un style... de discours politique qui n'avait rien de méchant, qui n'avait rien d'appel. Oui, et qui m'oblige aujourd'hui à jouer aux commentateurs des journalistes. C'est-à-dire c'est à vous, journalistes aussi, qu'il revient de faire ça. Parce que cet exercice-là, je crois, a été fait dans les débats, hein, ça c'est clair. Moi, je n'ai pas suivi. Mais dans les débats par des journalistes pour dire oui, en termes de discours politique, voilà ce qu'il faut comprendre derrière. Mais c'est toujours important que vous-même qui avez tenu ce discours aussi, le problème, si je dis, monsieur, si j'étais militaire, ben, j'allais tirer sur vous. Vous devez tout à coup comprendre que c'est une image. C'est pas méchant. C'est une image. D'abord, je ne suis pas militaire. Ensuite, je ne sais pas tirer. Ensuite, je ne suis pas un tueur. Donc, cela ne doit pas être pris littéralement. Bien. Et pour ça, il faut des gens éduqués. Et ça, c'est votre rôle. De dire, attention, quand on entend Mélenchon qui appelle à la révolution pour balayer tous les systèmes français, vous savez bien qu'il ne souhaite pas l'anarchie. Absolument. Mais il veut réveiller des consciences. Et ça, c'est important dans le discours politique. Parce que autrement, moi, ce n'est pas à vous. Hein, j'ai écouté des journalistes vedettes de ce pays aller en digression intellectuelle, et cela quelque chose de décevant, puisque j'étais déçu parce que c'est des gens, c'est des faiseurs d'opinion. Et quand on est faiseur d'opinion, on fait attention à ce qu'on dit. Alors, il y en a. Donc vous avez l'impression que, effectivement, même dans le milieu des analyses du discours des médias, votre discours a été altéré, le sens a été altéré par des analystes. Non, l'analyse a été altérée. Le discours n'a pas été altéré. D'abord, là où il y avait les biais sur les médias, c'est que le média qui s'en est donné à cœur joie n'a pas pris la peine, du point de vue déontologique, d'abord de faire passer le discours. L'entièreté. Si vous faites passer le discours, ça atténue vos commentaires. Mais lorsque personne n'entend, et puis vous vous mettez derrière les micros et dire non, il a dit c'est grave, c'est incroyable, il faut l'arrêter. Vous êtes en train de faire de la surenchère. Et ça ne fait pas honneur à la presse. Bien, voilà. C'était très important en termes d'intro qu'on parle de cela. Hein. On ne pouvait pas passer là-dessus. Ousmane Gawal qui rentrait donc de Paris et qui donc explique le sens, le contenu
peut-être l'implicite derrière ce discours politique qu'il a tenu à Paris, c'était pas méchant et ça ne ciblait personne de toutes les façons. Et même en termes de poursuite, est-ce qu'il y a des éléments de poursuite juridiquement parlant? Je pense que non, ce qui a fait sans doute qu'il n'est pas inquiété. On va parler d'autres sujets. Honorable, j'ai dit, vous êtes député. Donc aussitôt vous êtes arrivé, je crois que vous avez trouvé que vos amis ont repris le chemin de l'Assemblée, ou est-ce que vous l'avez repris avec eux? Mais toujours est-il qu'ils sont, vous êtes repartis à l'Assemblée. Quelle est votre idée sur le fait que vous soyez reparti reprendre les chaises, les sièges à l'Assemblée, étant donné que certains de vos amis politiques pensent que vous n'aviez pas plus à retourner à cette Assemblée, vous deviez la bouder, attendre d'autres échéances électorales? Vous savez, il y a un certain nombre d'acteurs politiques qui s'expriment dans le débat par d'autres raisons. Non, pas émotion, plutôt de la jalousie. Nous savons que le Parlement sur des raisons bien fondées. Lorsque la crise arrive à un niveau où on était à une situation où on nous interdisait de se manifester dans ce pays, l'arrêté du ministre était encore en vigueur, où il interdit aux Guinéens le droit de manifester. Nous avons appelé tous les Guinéens à manifester, c'est un problème. Et puis à un moment donné, nos collègues sont arrêtés. Ça veut dire que la liberté individuelle est suspendue pour beaucoup de gens. Il était pour nous anachronique de décider de continuer à faire fonctionner les institutions de la République lorsque la République nie les droits fondamentaux. Donc notre retrait avait un sens fondamental. On se retire et puis après la crise arrive à un niveau tel que des médiations s'interposent et on arrive à la détente. Les libertés de se manifester acquis, je crois que les Guinéens ne reviendront plus en arrière, le droit est exercé, les manifestations sont régulièrement autorisées, quasi systématiquement, même s'il y a des entraves sur les circuits. Et puis, nos collègues arrêtés ont été libérés. Ça veut dire que l'État... En tout cas, pour le cas des leaders, des têtes d'affiche. Non, même beaucoup de gens. Il reste quelques-uns encore dans des jeunes mais encore en prison. Oui, mais beaucoup ont été élargis. Ça veut dire qu'on va dans un système de détente. Et lorsqu'on va dans la détente, chacun des acteurs montre de la bonne foi. Notre manière d'exprimer cette bonne foi, c'était d'aller dans ça. La conséquence, c'est que le dialogue était ouvert tout de suite. Ça veut dire qu'on est dans une dynamique. Vous ne pouvez pas vous enfermer dans vos seules raisons en disant « je quitte le Parlement ». Il y a des gens qui parlent de la présence des députés par dogmatisme, par ignorance de la loi. On les connaît dans l'espace politique. Le Parlement, ce n'est pas un bien de Alpha Condé, ce n'est pas un bien du RPG. Mais en même temps, en parlant de respect des délais légaux, de la démocratie, votre mandat est échu, bien entendu. C'est là qu'il y a la perversion. Pour être en harmonie avec ça, on se dit, mais pourquoi vous ne quittez pas cette assemblée, faire comme Ousmane Kaba, n'est-ce pas? Non, attendez. C'est là qu'il y a la perversion de l'analyse. D'abord, que les délais aient été échus n'est de la responsabilité d'aucun député, fut-il de la mouvance ou de l'opposition. Ce n'est pas les députés qui organisent les échéances électorales. On le sait. Donc cela ne relève pas des députés, quelle que soit leur obédience politique. Ensuite, la deuxième chose, c'est que la Constitution guinéenne, la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale a prévu dans une de ses dispositions la possibilité que dans notre pays, qu'il n'y ait pas d'élection. En disant, s'il n'y a pas d'élection et que votre mandat est arrivé à son terme, alors vous continuez à siéger jusqu'à l'installation effective. Pourquoi les lois prévoient ça? C'est parce qu'elles anticipent sur des situations qui peuvent arriver. Alors qu'elles soient liées à la mauvaise foi des acteurs politiques ou à des catastrophes naturelles, le législateur sait qu'on peut être dans une situation où l'élection peut ne pas être organisée. Donc, et en ce moment-là, il prévoit une solution. En quoi cette disposition est illégale? C'est-à-dire en quoi de dire que le mandat est arrivé à son terme, on continue à siéger? Ce n'est pas nous qui avons écrit la loi. Cette disposition était dans la loi. Alors, elle était mise dans la loi pour une raison objective. Je comprends le schéma. Maintenant, je reviens un peu à dire, supposons que ce soit de mauvaise foi que les autorités n'aient pas créé les conditions pour que ces élections-là se tiennent à temps pour que l'Assemblée soit changée. Et donc, on est au-delà du mandat. Pour cette mauvaise foi-là, est-ce que votre présence encourage cette mauvaise foi de toujours faire durer l'illégalité, ou plutôt votre absence à l'Assemblée pourrait être une sorte de pression pour qu'elle réunisse les moyens pour aller à ces élections-là? Non, ça ne fait rien du tout. Bien. Parce que de toute façon, un retrait au Parlement de l'opposition n'empêche pas le Parlement de fonctionner. Bien.
il n'y a pas de dire si la position n'est pas vu là. Le nombre de sièges et tout. Non, ça n'empêche pas le Parlement de fonctionner, parce que ce qu'ils ne peuvent pas faire, qu'on soit là ou absent, c'est de voter des lois organiques. Mais le Parlement vote à la majorité, et la majorité est détenue par la mouvance présidentielle. Ils n'ont pas besoin de l'opposition pour voter des lois ordinaires. Et 99% des lois qui arrivent au Parlement, c'est des lois ordinaires. Donc le Parlement peut parfaitement bien fonctionner sans la présence des députés de l'opposition. Et ça ne fait aucun rang. Mais nous faisons un sacrifice, parce que nous perdons des revenus, parce que nous perdons l'opportunité de nous prononcer sur des sujets qui sont débattus derrière nous. Mais qu'on soit là ou non ne constitue pas une pression. Et ça, c'est là que je dis qu'il y a de la mauvaise foi, y compris dans l'opposition, de certains leaders qui interprètent mal cela pour induire les Guinéens à l'erreur, au lieu d'expliquer les choses de façon factuelle. Cette disposition, certains vont jusqu'à croire que cette disposition, elle est faite par nous, pour nous servir, pour nous autres servir, ce qui n'est pas le cas. Elle a été dit, et je le rappelle, elle a été faite pour pallier au problème qui a conduit Dadis au pouvoir. Vous savez, à la mort de Lansana Conté, le Parlement, présidé par son paré, était arrivé à son terme, il y avait 3 ans. Il n'avait pas été renouvelé. Donc quand Lansana Conté est décédé, il n'y avait pas de possibilité de faire succéder, comme le prévoit la loi, le président par le président de l'Assemblée nationale, parce que son mandat était arrivé à terme. Contrairement au Mali, lorsqu'il Sanogo s'est incrusté dans le jeu politique, on a tout de suite retiré le mandat pour le confier au président de l'Assemblée nationale. En Guinée, on ne peut pas faire la même chose. Pourquoi? Parce qu'il manquait une disposition qui disait qu'en cas de non-renouvellement, l'ancienne Assemblée reste jusqu'à nouvelle. Cette disposition, le CNT l'a incluse pour éviter le scénario de 2008. Et je peux vous dire encore pire. Si on fait les élections au mois de février, comme prévu, la nouvelle Assemblée va s'installer, va être élue. Et on connaîtra le nom des députés. Si le président Alpha meurt entre le 16 février et le 5 avril, qui le succède? C'est que vous ne souhaitez pas non plus. D'accord, mais qui le succède? Du point de vue de la loi, qui le succède? C'est toujours le président de l'Assemblée. Sortant. D'accord. Parce que la nouvelle Assemblée n'aura pas eu son président élu, qui ne sera élu que le 5 avril. Donc il y a un vide. C'est pour ça que le constituant dit que la nouvelle Assemblée reste jusqu'à l'installation effective. Parce que si le mandat finissait, comme en janvier 2019, comme la loi le prévoyait, si notre mandat finissait en janvier et qu'on se retirait tous, avant avril, on ne peut pas installer une nouvelle Assemblée, même s'il y avait eu élection. Ça veut dire que février, mars, avril, s'il y avait un vide institutionnel, il n'y avait pas de successeur légitime pour le prendre. Et le constituant, le législateur a pensé à ce vide-là pour faire maintenant, par ricochet, cela profite à nous aujourd'hui, mais ce n'était pas fait dans l'intention de dire qu'on va faire des glissements. Pour prendre des salaires, des primes, des émoluments, comme certains le disent. C'est important que les gens comprennent la loi et que la loi peut avoir des interprétations et des avantages plus étendus que l'esprit pour lequel même il a été fait, et c'est cela la loi aussi. Alors, le temps pour nous d'observer juste une pause. Derrière, on se retrouve pour la deuxième partie, évidemment, pour parler des 3 autres sujets qui restent. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat qui a comme invité honorable Ousmane Gawal Diallo, député de l'UFDG, responsable du département communication de ce parti. Évidemment, je l'ai rappelé au début, nous sommes ici dans le studio d'enregistrement télé de l'UFDG qui fait office aussi de lieu d'enregistrement de sa télé web. Honorable, vous avez parlé tout à l'heure des raisons qui vous ont amené à repartir à l'Assemblée, une certaine normalisation de la situation politique, la reprise des manifestations tacitement qui étaient interdites illégalement par comment il s'appelle, par le ministre de l'administration du territoire, le fait que ceux qui ont été emprisonnés à la veille des manifs du 14 octobre ont été libérés, mais aussi la reprise du dialogue. Et c'est là maintenant qu'on va parler de cette reprise du dialogue politique. Aussitôt repris, l'opposition décide de se retirer. Mais d'abord, avant de parler de retrait, il y a eu une sorte de changement dans la configuration. Et désormais, c'était le conseiller du Premier ministre qui donc conduisait les travaux. Côté mouvance, ce sont les représentants de la mouvance qui sont désormais des alliés. L'ancien porte-parole de l'opposition, Abakar Silla, et puis Ba Ousmane, un parti allié aussi. Déjà, comment vous avez analysé ce changement, cette reconfiguration
de celui qui coordonne la partie mouvance, et puis après on va parler des raisons qui ont fait que vos amis se sont retirés. D'abord, du point de vue constitutionnel, l'article 58 de la Constitution dispose que c'est au Premier ministre que revient la promotion du dialogue politique et social et de faire des efforts pour le mettre en œuvre. Donc cela revient au Premier ministre. Du point de vue de la loi, qu'il ait repris la main sur le dialogue politique est quelque chose de tout à fait normal, parce que ça revient à redonner la primauté à la Constitution et aux prérogatives que la Constitution a offertes au Premier ministre sur cette question. Parce que jusqu'à présent, le président de la République était en avant-première dans le dialogue politique. Et maintenant qu'il décide de mettre en retrait, c'est quelque chose de tout à fait intéressant. Alors, sur la composition, qu'on ait éliminé des acteurs majeurs de la mouvance, comme Damaro et puis Bourema Condé, c'est un signal, pour nous, on l'a pris comme tel, de bonne volonté d'aller de l'avant. Parce que l'un ou l'autre de ces deux personnages ont été à l'origine de la cristallisation de cette, ou de l'exacerbation des tensions politiques dans ce pays. L'un par l'outrage verbal qu'il fait régulièrement par rapport aux acteurs, l'autre pour la négation des engagements les plus basiques qu'il prend vis-à-vis de nous. On se rappelle que c'est ici à 19 h qu'il est venu signer les accords de normalisation à l'issue des élections communales. Le ministre Bourema Condé. Oui, et puis le lendemain, il n'a pas eu il n'a été gêné nulle part de renier sa propre signature et de dire que ça n'est jamais passé. Donc, il n'était ni l'un ni l'autre plus crédible aux yeux de l'opposition. Et nous avons demandé qu'il soit récusé. Le fait d'avoir accédé à cette demande a permis... Donc, ce que vous dites, si Bourema Condé et Damaro ont été retirés du côté mouvement, ce n'est pas pour leur bon vouloir, c'est parce qu'ils ne bénéficient d'aucune crédibilité pour vous. Ils constituaient des obstacles. Des obstacles, et que vous les avez récusés. Oui, et puis ce n'est pas que nous, je pense que tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée ne voulaient plus, parce que tout le monde écoute le débat politique, on sait qui est prompt au compromis et qui est là dans des positions extrêmes. Donc je pense que ça c'était un bon signal et le format de ce point de vue. Maintenant après... Et celui qui mène le débat. C'était gênant. D'abord c'est de par son âge. Le conseiller diplomatique du Premier ministre est très jeune. Le débat politique guinéen exige quand même une certaine dimension. Mais il n'avait pas cette dimension-là. Et puis la mission, on ne la connaissait pas, mais elle était toute sauf... Il n'était pas autonome à trancher. Et il écoutait les partis et puis se contenter de renvoyer la décision à plus tard. Et ça, ce n'est pas efficace pour un dialogue politique. On doit avoir quelqu'un d'envergure qui est capable d'analyser le contexte, de prendre la bonne décision pour harmoniser. Et ce n'est pas d'écouter l'un et l'autre comme le fait un médiateur lambda, mais c'est d'écouter les points de vue pour harmoniser, arriver à un consensus. Ça veut dire que lui, à un moment donné, il doit trancher. Malheureusement, il n'avait pas cette posture-là. Et puis les autres, Abakar Silla, son rôle était magnifique. Après avoir été... Qu'est-ce que ça vous dit? Oui, il était votre porte-parole dans l'opposition. Oui, après, maintenant... je dis son rôle était magnifique parce qu'il fait partie de ceux qui ont rédigé les exigences de l'opposition. Maintenant, il fait partie de ceux qui doivent accepter ces exigences-là. Voyez-vous que c'est quelque chose de formidable. C'est un peu drôle, hein. À vos yeux, je veux dire... Je trouve ça bizarre parce que vous dites, je veux avoir une voiture. Et puis derrière, vous êtes là-bas, c'est vous qui devez donner la voiture. C'est formidable comme rôle. Donc nous espérons que ça va aller très vite parce qu'en fait, il ne peut pas être en contradiction avec lui-même. Sauf que ce n'est pas aller très vite, justement. Entre-temps, l'opposition se retire ou sinon suspend en tout cas sa participation à ces travaux-là. Justement, selon vous, qu'est-ce qui a expliqué ça? Parce qu'on se rend compte que les extrémistes du RPG ont toujours du pouvoir. Et c'est vrai, Damaro s'est retiré, Bourema Condé s'est retiré, mais ils sont réapparus dans la salle, dans le visage d'une femme qui représentait la CENI et qui était là en train de dire des âneries que tous les Guinéens ont écouté ahuris. Sur le processus électoral, vous comment est-ce qu'une femme comme ça peut dire devant l'opinion que la CENI n'a jamais calculé les résultats des élections par district? Moi, je suis de Gawal, j'ai tous les résultats par district que la CENI a calculé et nous a fournis. Tout le monde a ces résultats. Comment elle peut affirmer ça? Et puis, réaffirmé par le président de la CENI en conférence de presse il y a quelques jours. Donc c'est quelque chose d'extrêmement surprenant. Donc c'est ce point-là qui... Il y a ce point, et puis il dit il faut 80 jours pour le truc. L'autre question, c'était le calendrier électoral actuel. Nous avions souhaité qu'on fasse une pause, qu'on fasse un diagnostic, une analyse de la situation actuelle des enrôlements et qu'on fasse des mesures, qu'on prenne des mesures correctives pour permettre à Guinée de se doter d'un fichier électoral irréprochable et d'aller vers des élections plus apaisées. Nous n'avons pas trouvé en face de la bonne volonté, nous n'avons pas trouvé en face de la bonne foi
qu'est-ce que vous voulez? On ne va pas continuer à faire des cycles de rencontres inutiles. Nous disons, les questions posées sur la table, c'est des questions concrètes. Bien. Quand est-ce que l'État doit se décider à installer les chefs de quartier et les présidents de district? Donc il faut que cela soit au menu. Parce que ça, c'est la loi. Pour que vous reveniez justement. Ça veut dire que nous voulons un État qui respecte ses propres lois. Bien. C'est tout. Il y a des résultats qui sont connus. Le ministre de l'administration du territoire n'a pas besoin des résultats pour dire combien de conseillers comporte tel ou tel district et prendre un arrêté. Ensuite, on n'a pas besoin de ça. On connaît les résultats. On écrit automatiquement au maire pour les installer. Il n'y a pas besoin Alors, de décret. justement, en parlant de ça, parce qu'il y a un juriste, Mamadi Touakaba, qui a fait une sortie récemment par rapport à cela. Personnellement, je l'ai reçu pour qu'il développe ce point de vue-là. Il disait oui, en réalité, si on n'a pas encore installé les responsables locaux, donc chefs de quartier et de district, c'est parce que les partis eux-mêmes l'ont voulu. Parce que, connaissant les résultats, ils doivent juste désigner leurs représentants dans ces quartiers-là, dans ces localités, saisir le maire de la commune, et puis pour que le maire prenne sa décision. Si le maire n'agit pas, en ce moment, il porte plainte contre ce maire pour abus de pouvoir auprès de la Cour constitutionnelle ou de la Cour suprême. Est-ce que ce n'est pas de votre responsabilité aussi? Le problème de M. Mamadi III, il va un peu rapidement parce que peut-être qu'il a envie de jeter une couverture sur quelque chose ou sur quelqu'un, ou une institution ou un individu. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour qu'on désigne les membres, il faut bien connaître les membres. Le nombre. Est-ce que vous n'avez pas vos résultats? Non, ce n'est pas les résultats. On sait très bien, par exemple, un quartier, on l'a gagné. Mais le ministre de l'administration du territoire doit dire, ce quartier, le conseil de quartier comporte 10 personnes. Alors, la composition. La composition doit être connue. Et c'est en fonction de ça, comme le résultat est à la proportionnelle, qu'on calcule le nombre de membres qu'on doit désigner. Si vous ne connaissez pas la composition, faites comment? C'est d'où l'intérêt de l'arrêté du ministre qui doit dire chaque quartier, chaque district, combien doit composer son conseil. Et en fonction de ça, nous, en fonction des résultats que nous avons, nous calculons et nous dégageons les nombres. Décision que Bourama Koné refuse de prendre, c'est ça? Exactement. Donc, M. Mamadi va interrompre rapidement parce que cette étape est cruciale. Bien. Alors, disons qu'il faut qu'il y ait donc au menu cette affaire d'installation des élus locaux, chefs de quartier et présidents de district, pour que l'opposition sans doute revienne dans ce cadre de dialogue pour qu'on aille sur d'autres sujets. Maintenant, je parlais du processus électoral qui est décrié. Et avant-hier, pas plus tard qu'avant-hier, 7 commissaires, et ils sont tous issus des rangs de l'opposition, ont suspendu leur participation au processus électoral lié aux législatives de 2020. Vous pensez que c'était la bonne décision venant de la part de ces commissaires? Disons que ces commissaires ont eu le mérite de faire ce que vous, la presse, vous n'avez pas fait. Et comment? Il appartient à la presse d'informer. Votre métier, le cœur de votre activité, c'est l'information. Informer les citoyens de tout ce qui se passe dans leur pays. C'est à travers les réseaux... Et de tout ce qui ne se passe pas bien? Non, dans le pays, en bien ou en mal, il appartient à la presse d'informer. C'est dans les médias sociaux que nous avons appris des recensements de masse de mineurs dans des préfectures de la Haute-Guinée. Vous êtes d'accord avec moi que... Vous êtes d'accord avec... Là, je ne vous laisse pas passer là-dessus parce que j'ai le devoir de défendre la presse. C'est-à-dire que vous êtes d'accord que ces images transportées dans les médias sociaux, la presse professionnelle a le devoir de les traiter, de sourcer, d'entrecouper avant de les utiliser. Vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement. Alors, ce qui a été fait a posteriori, parce que moi j'ai vu sur plusieurs sites, effectivement ces photos, mais après que les gens aient recoupé, qu'il y a des références des KR et tout, certains sites ont bien entendu relayer ces cas de... Je dis simplement, il ne coûtait à rien aux médias d'aller à la source en Haute-Guinée. Bon, on n'a pas vu. Vous connaissez les moyens des médias honorables. C'est facile aussi d'accabler les médias, de dire qu'il faut aller en Haute-Guinée. Si les médias n'ont pas ces moyens, que dites-vous d'un commissaire qui est seul, qui n'a aucun personnel à sa disposition pour aller vérifier, discuter? Donc lui, il est obligé d'attendre qu'on agrège les données pour pouvoir se prononcer. Voilà le retard. Et voilà ce qu'on leur reproche. Ils n'ont aucun moyen. Un commissaire, c'est comme quand vous dépendez à un député guinéen de produire une loi. Un député guinéen, c'est extraordinairement qu'il peut arriver à produire parce qu'il n'a aucun personnel à son service. Quand vous êtes en France, un député a tout un personnel à son service, des assistants parlementaires et tout à son service, qui lui permettent de lire, de décortiquer, de faire des petits textes, etc., des mémos. Mais je dois vous garantir que ce sujet a été traité dans les médias. Bon, écoutez, moi, de toute façon, je m'attendais pas. Ces sujets liés aux mineurs, et des questions ont été posées, même aux représentants de la CENI. Moi, personnellement, j'ai eu le président de la CENI en émission, et il y a des commissaires qui ont été appelés. Maintenant, ils ont donné leur réponse en disant oui, c'est ça, mais
Alors, il y a qu'est-ce qu'on fait? Moi, il y a ça. Alors, il y a d'autres choses. Moi, je vois Kaloum. C'est à Conakry, c'est à la capitale. C'est au cœur même de la capitale. Comment expliquer que la population électorale passe de 60 000 à 30 000 de 2015 à 2019. Il y a un problème. Donc, il y a eu beaucoup de morts. Enfin, j'en sais rien. On est quand même à Conakry ici. S'il y a 30 000 morts à Kaloum, nos cimetières seraient pleins. Ce n'est pas possible. Donc il y a un problème qu'on n'arrive pas à expliquer. Comment expliquer que Forêt-Karia passe de 130 000 personnes à 60 000 en termes de population électorale? Alors qu'il y a des industries minières qui se sont ouvertes là-bas. Ça veut dire que c'est une ville qui a a priori drainé du monde, comme de la main-d'œuvre. Comme on le dirait pour Sigiri, par exemple. Pourquoi pas? Comment se fait-il que c'est à Sigiri qu'il y a une augmentation de 200% et pas à Boké, qui a connu une baisse de sa population alors qu'il y a eu une progression de l'activité minière dans la région entre 2015 et maintenant. Il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer. Comment se fait-il que 200% d'augmentation n'a pas entraîné l'augmentation des infrastructures scolaires en Haute-Guinée? Parce que si une ville connaît autant de naissances, ça se voit dans les écoles, ça se voit dans l'école de poste de santé, ça se voit dans les constructions. Près de 150 000 enfants qui sont nés, il faut compter au moins 30 000 familles, de nouvelles familles qui donnent naissance à 100 000 enfants ou à 150 000. C'est beaucoup. En une tranche, ça veut dire quoi? Entre 2001, comme les âges qu'ils sont en train de mentionner, et 2003, à Sigiri, on n'a fait que des enfants. Il y a un problème. Il y a un problème. Donc, quand on pose ces questions sur la table, nous ne sommes pas dans... Le président de la CENI, lui, nie le fait que on dise que selon les chiffres, n'est-ce pas, sortis de l'enrôlement à Sigiri, par exemple, qu'on est à près d'1 million. Non, il dit que on n'est pas à 1 million, on est à 450 000 à peu près. 450 000. 450 000, mais ils étaient à 200 et quelques. En 2015. C'est-à-dire que vous avez... 200 000 de plus. C'est incroyable. C'est incroyable. Quelle est la ville seule qui connaît ça? Moi, je veux bien qu'on m'explique comment Conakry... J'ai eu le sentiment en circulant à Conakry que la population de Conakry a augmenté. Hein, il y a beaucoup d'immeubles qui ont poussé. Et quand on dit immeuble, on dit plus d'habitat. On dit plus d'espace pour les gens. Et comment on explique ça? Il y a un problème fondamental sur ce fichier. C'est pour ça qu'il est nécessaire. Et tout ça est contenu dans cette déclaration que c'est cette commissaire. Vous pensez que cette déclaration est exhaustive de tous les problèmes dysfonctionnels? Moi, j'ai découvert des choses ahurissantes. Comment se fait-il que le responsable adjoint du fichier n'a pas accès au site central? Que ce soit des étrangers, on nous dit que c'est des Pakistanais, je ne sais pas quoi, qui gèrent le site central et qu'aucun commissaire n'y a accès, sauf le président de la CENI. Mais il y a un problème. Bien. Il y a un problème de coordination, il y a un problème relationnel, il y a un problème de fonctionnement. Il est nécessaire pour les Guinéens de se dire que ce pays est le nôtre. S'il brûle, on perd tous. Personne ne gagnera lorsque le pays va brûler. Et comme on est des hommes intelligents, faisons en sorte que le pays ne brûle pas. Cela veut dire s'écouter, faire des pauses. Qu'est-ce que ça coûte à M. Kébé de dire, écoutez, faisons des pauses, on va vous apporter la démonstration que tout s'est bien passé. Et puis après on avance. À quoi ça sert de mettre en face que des émotions pour exacerber des tensions inutiles dans notre pays et faire en sorte que ce pays puisse Donc vous êtes en harmonie avec la déclaration de ces commissaires et vous soutenez la suspension du processus à l'État pour qu'on mette de l'ordre dans les choses? Moi je pense que c'est le minimum qu'il pourrait faire, c'est de dire aux Guinéens où en sommes-nous, et cela permet de dire qu'on est parti nulle part. Et puis la loi. Monsieur Kébé était avocat. Il ne respecte pas la loi. La loi, le code électoral guinéen, par exemple, dit dans son article 144 que les listes électorales doivent être disposées au plus tard, au moins 60 jours avant le jour du scrutin. C'était le 17. Le 60 jours, c'était le 17. Ça, c'est l'article 144 du code électoral qui le dit. Lui, il dit, on commence le dépôt du 18 au 27. Mais il se base sur quelle loi? Lui, il n'est pas législateur. Donc, ça veut dire quoi? Avec un jour de retard? Non, maintenant, c'est après le délai légaux qu'il crée des délais. Lui, il dit, vous pouvez déposer du 18 au 27. Le législateur dit que ça s'arrête le 17. D'accord. 60 jours avant le scrutin. 60 jours au moins avant le scrutin. Ça, c'est ça. Et donc... Mais quand on est déjà dans un cadre globalement exceptionnel, est-ce que tout le reste ne serait pas exceptionnel? La fixation des délais... Mais il n'y a aucune exception. Quand le délai... Déjà, l'enrôlement est exceptionnel. Il ne devait pas... L'échéance des députés est échue, c'est exceptionnel. Est-ce que la logique ne serait pas... Non, mais attends, en ce moment-là, on jette les lois, on dit comment on gouverne. Sur la base de quoi?
on gouverne. À ce moment-là, on s'assoit, on discute, on dit qu'on viole toutes nos lois. Et on tombe d'accord. Voilà. Mais sinon, d'abord, il n'y a pas de révision exceptionnelle. Ça même, c'est contestable du point de vue du droit. Nous étions dans une période de révision ordinaire qui part d'octobre au 31 décembre. Ça, c'est la loi qui dit. L'année précédente, les élections, la période ordinaire de révision, c'est d'octobre au 31 décembre. À l'intérieur de cette période ordinaire, on ne peut pas fixer une période extraordinaire. D'accord. Parce qu'elle n'est pas échue. Il aurait fallu attendre janvier pour fixer une période exceptionnelle parce qu'on serait en delà de période ordinaire. Mais j'ai dit que le monsieur-là, il ne lit pas la loi. Donc, il est avocat. Donc, il faut arrêter tout, mettre de l'ordre. Et ça me permet évidemment d'ouvrir la dernière actualité liée à ce processus que vous êtes continué à décrire. C'est maintenant le coût des cautionnements. Il y a un communiqué qui est sorti. Je pense qu'on parle de pour l'uninominal, 200 millions pour les listes nationales. Quelle est votre réaction? Vous pensez que c'est exorbitant ou c'est raisonnable? Non, ça montre aux Guinéens qu'on a face à un régime bandit. Et ils volent l'argent public. Ils s'accaparent des ressources minières. Ils les partagent entre des copains. Et puis après, ils appauvrissent les Guinéens et veulent mettre la barre financière plus haute pour que les Guinéens ne participent pas, pour que ça reste entre eux. C'est tout. On ne peut pas. Quand vous avez été député en 2015, c'était combien l'uninominal? Je ne me rappelle plus, mais je crois que c'était 10 ou 20 millions. L'uninominal? Oui. Donc ça veut dire que c'est 40 millions de plus que maintenant. Et alors que nos pouvoirs d'achat ont perdu plus de 60%. C'est-à-dire que celui qui avait 10 millions, le même montant de 10 millions en 2010, aujourd'hui, en 2013, aujourd'hui, ces 10 millions ne représenteraient plus que 2 à 3 millions de francs guinéens à cause de l'inflation et la perte du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez quand même vous battre pour chercher ces montants? Déjà, il faut s'assurer que le processus ira à son terme dans les conventions, de façon convenable et légale. Sinon, on verra maintenant. Mais je pense que tout ça, c'est fantaisiste. Est-ce que vous serez candidat encore pour Gawal? Écoutez, je souhaiterais bien l'être. Maintenant, ça dépendra du Congrès. Comme vous le savez, les partis ont des procédures d'investiture. Je ne veux pas être très prétentieux pour dire que je serai, mais en tout cas, je souhaite l'être. Et vous pensez que vous le méritez? Parce que Gawal, Ousmane Gawal, c'est le député qui a été très actif pour sa sous-préfecture, qui a réalisé des actions, même si ce n'est pas de votre rôle, bien sûr, mais vous avez fait des actions concrètes, selon ce qu'on a comme remontée d'informations. Donc vous avez tous les atouts pour être... Oui, c'est dommage, parce que le député a 3 rôles. Il y a le rôle de voter des lois, celui de contrer l'action du gouvernement, et le rôle de représentation. Et dans ce rôle de représentation, toutes les actions sociales, politiques, économiques, de médiation que vous faites rentrent dans ce cadre-là. Donc construire une école, ça rentre aussi dans le rôle de l'État. D'ailleurs, ça aurait pu ne pas être mes indemnités. Aller voir un mécène pour lui encourager à construire un hôpital chez moi. Ça fait partie du rôle de député aussi. Donc si je me fonde sur le bilan aussi pour dire que oui, je souhaiterais de nouveau que les gens de Gawal me fassent confiance pour les représenter à l'Assemblée nationale. Je me suis investi pour ça, j'ai travaillé beaucoup pour ça. Bien. Maintenant, tout reviendra aux responsables du parti dans la localité. Voilà. Alors, vous voyez déjà ce qui se passe au RPG, ils sont dans les primaires. Est-ce que ce sera la même chose à l'UFDG? Non, il n'y a pas de primaire au RPG, vous savez, c'est un... Mais il y a les primaires là, non, au RPG. Le RPG, c'est un parti crypto-communiste. Aujourd'hui même, c'est la convention. Hein? Non, ils ne font pas. En présence d'Alpha Condé. Je vous dis, les députés sont décidés par Alpha, après on fait une forme... C'est comme les communistes. D'accord. Hein, c'est une république populaire. Oui, on décide de vote à la présidence et puis après on fait la mascarade. Mais à Matoto, par exemple, j'ai vu des urnes pour la commune de Matoto où les gens viennent voter pour le candidat de Matoto. Vous savez qu'en Corée du Nord, on vote. En Corée du Nord, il y a des urnes. Ouais. Donc tout ça, c'est de façade. En Corée du Nord, je ne sais pas si c'est... Non, ce qui est clair, c'est qu'à l'UFDG, les candidats sont sur le terrain. Vous voyez, beaucoup de gens sont absents ici. Comment vous allez le faire, vous aussi? C'est par congrès? Il y a un collège électoral. D'accord. Il y a un collège électoral et les gens sont sur le terrain. Par préfecture? Et la campagne est rude. Ça, je peux vous dire, parce que les gens, vous suivez les médias. Les gens font des campagnes à travers le... Mais vous avez vu TOS faire campagne à Matoto? Il a fait ça où? Il n'y a pas de campagne TOS. Il n'y a pas de campagne. Alpha a décidé que c'est TOS et puis après on fait le formalisme, on vient urne et puis tout le monde vote et s'en sort. J'ai même vu que la candidate de Fria, qui est l'épouse du directeur national des impôts, dans le compte-rendu que j'ai lu dans un des sites web, il dit qu'elle a gagné 100% des voix contre 0 pour les autres. Ça veut dire que même ses adversaires ont voté pour elle. C'est un problème. Moi, j'ai lu ce compte-rendu-là et
j'ai juste souri, il était 2 h du matin, je ne peux pas faire bien. plus. Donc en tout cas, il y a un peu de l'ambiance dans tout ça. On verra bien comment l'UFDG va procéder aussi à l'élection de ses candidats pour ces législatives. Et pour terminer, qu'est-ce qu'on va dire? Je disais tout à l'heure que Nicéphore Soglo, ancien président du Bénin, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria, était là. Ils ont rencontré des entités et tout. Vous avez sans doute suivi. Qu'est-ce que vous avez retenu de leur présence dans ce pays et qu'est-ce que vous pensez que le président Alpha Condé devrait retenir de l'arrivée de ces anciens chefs d'État? C'est sympathique de voir des anciens présidents. Parce que les Guinéens, on n'a jamais vécu ça. Il n'y a pas d'anciens présidents en Guinée. Il n'y en a pas. Il faut... Bon, sauf les présidents de transition, qui ne sont pas là non plus. Hein. C'est pas, de toute façon, ils ne sont pas là. De toute façon, il faut que les Guinéens prennent plaisir à voir des anciens présidents, des doyens. J'ai vu hier une vidéo... Donc votre rêve... Non, je veux mettre à votre place. Votre rêve, c'est qu'un jour, par exemple, qu'un Cellou Dalein Diallo qui devient président invite Alpha Condé à des cérémonies, à je sais pas, quelque chose comme ça. Je vois, moi, le président Rawlings. J'ai vu la dernière fois, il était dans une soirée, et puis il y a une musique qui lui plaisait. Il dansait. Il s'est mis à swinguer, et puis sa femme était là, mais comme des enfants. Ils prennent plaisir à la vie. Un autre jour, ils régulaient la circulation au Ghana. Ils prennent plaisir à la vie. J'ai vu le président Kabila avec son groupe de copains en motard. Il était sur une Harley Davidson, tranquillement, en gangster, avec une casquette retournée. Il roulait dans les rues de Kinshasa. Nous voulons voir Alpha Condé siroter quelque chose dans son cocotier, peut-être à Kouroussa. Il n'y a aucun problème. Après la vie de la présidence, ça changera que tous les matins, les gens ne viendront pas lui demander sa décision, mais tous les conforts qui accompagnent le chef d'État, il aura ça à sa disposition. Personne n'aimerait voir même un ancien député en Hayon dans une république. Ouais. Donc il faut que les Guinéens acceptent ça. Leur seule présidence, pour moi, c'était un symbole. Et puis les discours qui ont été dits. J'ai entendu le président Soglo, j'ai entendu Jonathan dire vraiment des choses extrêmement importantes. Il ne faut pas qu'on encourage la culture de la monarchie dans nos pays. Il faut qu'on apprenne à respecter les termes de nos constitutions. C'est des discours qui sont très forts et qu'ils ont répétés sur BBC, sur RFI et partout. Je voudrais que le président de la République ici écoute la bonne conscience. Vous savez, dans un cerveau, il y a toujours la tentation de la confiance. Un écrivain qui s'appelle Al-Ghazali a dit... Un écrivain turc? Non, c'est un... Je ne sais pas si c'est un turc, Al-Ghazali. Il a écrit que pour bien décider, il faut mettre ses émotions sous la conscience et pas la conscience sous l'émotion. Bien. Voilà, je retiens que la présence de Nicéphore Soglo et Goodluck Jonathan en Guinée était un symbole, selon Honorable Ousmane Gawal, et c'est là qu'on va terminer cette émission, en espérant que nous reviendrons encore prêter les studios de l'UFDG, pourquoi pas un de ces jours. Merci, Honorable, de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour ce numéro de Café Débat. À demain pour un autre numéro avec notre invité, si Dieu le veut bien. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.